Oui, la stratégie nationale a été élaborée en 2021, mais elle a été adoptée en 2023. Et c'est une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière qui a été mise en place par le comité interministériel. Et le comité interministériel est un organe qui a été mis en place pour répondre aux besoins de coordination des actions de l'ensemble des structures qui sont compétentes dans le domaine de la lutte contre l'immigration irrégulière et la surveillance des frontières et la mise en œuvre de la migration circulaire. Et comme vous le savez, c'est une structure qui est composée de plusieurs ministères et structures. C'est-à-dire il y a une vingtaine de ministres et de chefs de structure qui sont représentés dans le comité, mais aussi des membres de la société civile, du secteur privé, des ONG et des partenaires techniques et financiers. Et ça, c'est le comité en tant que tel. Il y a un secrétariat permanent, certes, qui est dirigé par moi-même, et ça, ce sont les membres qui sont permanents. Maintenant, le comité interministériel est placé sous la tutelle et la supervision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et la stratégie nationale est axée autour de cinq points, c'est 5 axes. Le premier axe, c'est la prévention, la communication. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses inexactes qui ont été dites et qui ont influencé les jeunes à partir, mais aussi peut-être les mères et les mamans, les pères de famille à pousser leurs enfants à partir. Parce qu'on a présenté l'Europe comme un Eldorado, comme quelque part où, quand vous y êtes, tous vos problèmes de subsistance sont réglés, ce qui n'est pas tout à fait exact. Donc, il nous faut, dans le cadre de la prévention, faire de sorte de déconstruire cette image qu'on donne de l'Europe. Et la stratégie, en tout cas l'axe 1, pose les jalons, les secteurs qu'il faudra explorer, les vecteurs, mais aussi voir les moyens de communication, les acteurs sur lesquels il faudra s'appuyer, mais aussi les messages. Et c'est important, d'ailleurs cet axe 1, je l'ai dit tout à l'heure, que le comité départemental de Guédiawaye puisse faire lui-même un plan d'action, parce que, comme je le dis toujours, il faut que les plans d'action soient calés sur la spécificité de la localité, parce que ce ne sont pas les mêmes messages qui seront délivrés un peu partout. Mais il y a aussi le deuxième axe qui est la surveillance des frontières. Donc ça aussi, c'est des mesures pour renforcer la surveillance, pour que la sortie et l'entrée ne soient pas, en tout cas, soient régulées et que tout se passe dans les normes qui respectent la législation. Le troisième axe, c'est la répression. Mais quand on parle de répression, ce n'est dirigé que contre les réseaux de trafiquants. Parce que, comme vous le savez, les migrants en tant que tels sont considérés comme des victimes objets de trafic. Et qu'il n'y a aucune infraction qu'on peut leur reprocher. Et que ce sont les réseaux de trafiquants, c'est ce qui fabrique les pirogues, c'est ce qui recrutent les migrants, c'est ce qui les héberge pour, en tout cas, leur permettre d'aller au moment opportun. Et les recruteurs, c'est ce réseau-là qui est poursuivi quand on parle de répression. Et dans la présentation, vous avez vu que les forces de défense et de sécurité, au cours de l'année 2024, ont déféré au niveau des parquets 407 personnes qui ont fait partie de ces réseaux. Et puis après, il y a le quatrième axe qui est les mesures d'accompagnement des migrants, les migrants, parce que c'est normal quand ils reviennent, qu'ils soient accompagnés dans la réinsertion, c'est l'axe 4 et 5, surtout l'accompagnement, le retour, la réinsertion, parce que vous savez, quand toujours un voyage c'est accompagné par des rêves. Donc,
Et quand vous revenez sans pour autant réaliser ces rêves-là, vous êtes souvent perturbé, vous pouvez être en détresse, vous pouvez avoir des problèmes psychologiques. Donc c'est important que ces migrants de retour soient accompagnés sur le plan psychosocial, sur le plan de la réinsertion, on leur donne des opportunités de pouvoir s'insérer dans la société, de reprendre leurs activités. Parce que souvent aussi, ils ont des difficultés pour rentrer chez eux parce que avec comment est-ce qu'on va me regarder, etc. Donc c'est normal qu'on puisse les assister sur le plan psychosocial pour pouvoir les réinsérer. Je ne pense pas, parce que comme on a expliqué pourquoi on est passé de l'immigration clandestine à l'immigration irrégulière. Parce que le terme clandestin est un terme réducteur des droits humains. Et c'est quand vous combattez un phénomène, il faudra aussi prendre en compte cet aspect de respect des droits humains. Et le respect des droits humains, le terme clandestin est un peu péjoratif. Et je pense que toutes les organisations des droits de l'homme vont estimer qu'il fallait changer, parce que c'est un terme réducteur des droits des migrants, et qu'il fallait changer, aller au terme irrégulier. Je pense que c'est un terme qui va bien, parce que au moins ça permet de ne pas stigmatiser des personnes et pour peut-être accroître encore vraiment le traumatisme sur ces personnes. Et comme je l'ai dit, l'accompagnement c'est important, mais aussi comment les accompagner. Il ne faut pas les accompagner tout en leur collant des qualificatifs qui peuvent peut-être les bloquer dans le cadre de leur insertion et de leur développement social. Mais je pense que c'est un terme qui ne peut en rien freiner vraiment le travail qui est en train d'être fait pour lutter contre. Par paradoxe, au contraire, la migration légale circulaire de main-d'œuvre est un levier pour lutter contre la migration irrégulière. Parce que on peut bien s'appuyer sur cette migration régulière, circulaire, pour combattre, parce par une migration légale sûre et ordonnée. Parce que là, le fait d'avoir des accords avec des pays européens pour un travail saisonnier de jeunes, pour moi, c'est une opportunité qu'on donne à cette jeunesse de pouvoir y aller pour un certain temps, parce que ils n'y vont pas de manière déterminée, de manière permanente. Non, ils y vont pour 3 mois, peut-être 6 mois, maximum 9 mois, ils vont revenir. Et quand vous y allez, vous revenez, vous avez la possibilité peut-être d'avoir épargné une somme qui vous permettra peut-être d'entreprendre vous-même, ou bien en tout cas de faire autre chose, mais aussi de découvrir, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent y aller à tout prix. Je pense que c'est une opportunité pour ces personnes d'aller découvrir ce qui se passe là-bas et revenir. Ça peut même être pour nous un avantage, parce qu'ils pourront, eux, participer vraiment à la sensibilisation pour expliquer à ceux qui ne sont pas déjà partis que ce qu'ils ont vu là-bas, ça ne vaut pas la peine d'y rester, et que mieux vaut y aller, travailler et revenir. Et Dieu a fait qu'on a quand même une population très jeune. Les autres autorités comptent sur ce capital humain pour développer le Sénégal. Et c'est ce qui ressort dans le référentiel Vision Sénégal 2050. Mais le fait que des jeunes partent pour travailler pendant un certain temps, revenir, ne peut en rien quand même freiner le développement du Sénégal. Et n'est pas un paradoxe entre la migration irrégulière et le fait de vouloir développer le pays. Oui, non, ça aussi, il faudra qu'on cherche juste à mieux organiser cette migration circulaire, légale et de main-d'œuvre. D'ailleurs, c'est dans ce sillage que le SILMI organise le 25 mars de cette année un atelier présidé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur la migration circulaire et de main-d'œuvre. L'objectif, c'est d'arriver à mettre en place une procédure opérationnelle standard pour qu'on puisse mieux organiser cette migration circulaire, permettre à ces jeunes qui veulent y aller de partir, de séjourner, de travailler, mais aussi de revenir. Et c'est ça qui fera de sorte qu'on pourra effectivement, au fil des années, encore mieux développer cette voie.